Saga Storyfy présente Lorrain, écrit par Christian Thomas, lu par Kéliane Robert. Prologue. Lorrain était d'humeur guillerette ce matin-là, en rejoignant son magasin de la rue du Cardinal Lemoine. C'était assez rare pour le souligner. Il était plutôt du genre taciturne, peu démonstratif. Il faut avouer que tout était réuni pour justifier son entrain, tout relatif. La température, en ce début janvier, était douce. Le soleil pointait. Notre-Dame se montrait majestueuse. Les échoppes des bouquinistes, encore cadenassées, s'alignaient le long de la Seine. De rares oiseaux chantaient, pas encore chassés par le vacarme de la circulation. Il allait rejoindre sa petite librairie. Sa fierté, où il stockait des livres ayant une histoire, la plupart annotés, souvent dédicacés. Il y avait de tout, de toutes les langues, des ouvrages d'auteurs inconnus, certains signés par des personnages importants, pourvu qu'ils soient uniques. Il fallait fouiller, surtout ne pas compter son temps. Lorrain, une personne plutôt ordonnée, avait voulu organiser ce joyeux bazar. Il lui donnait l'occasion de discuter, partager. Ses visiteurs appréciaient et entretenaient cette ambiance particulière. Il était en avance. Rien ne l'obligeait. D'ailleurs, il se montrait très souple sur les horaires. Les Parisiens n'étaient pas matinaux. Il ne lui imposait pas trop de contraintes. Il s'assit sur un banc, un peu défraîchi, décida de profiter du moment. Il aimait ces petits bonheurs. Il ne s'en privait pas. Souvent, il remontait le temps, sans remords ni regrets. Il mesurait le chemin parcouru. Mais ce matin de 1994 avait une saveur particulière. Étrange. La veille, il était allé voir sa vieille mère, Marguerite, à l'Hôtel-Dieu à Mâcon. Elle était usée, n'avait plus la force de vivre. Pour la première fois, elle d'ordinaire peu causante, comme on disait dans nos campagnes, lui avait déroulé toute sa vie, avec des précisions et des détails qui le surprirent. Plus elle parlait, plus elle en avait à dire. Son visage s'illuminait. Il sentait qu'elle avait besoin de s'ouvrir à lui avant de partir. Elle y prenait plaisir. Il aurait voulu l'enregistrer, tout noter. Mais il était entraîné dans ce moment qui resterait unique. Il en profitait. C'était une explosion de récits anodins, de révélations lourdes et profondes. Quand elle eut terminé, subitement, elle se tut. Il crut voir l'esquisse d'un sourire sur son visage reposé. Lorrain venait de comprendre d'où venait ce mal qu'il avait toujours habité, le parcours tortueux et chaotique emprunté dans sa vie jusqu'à ce jour. Lorrain était né en 1943, dans un petit village de l'Ain, Crottet, à une dizaine de kilomètres de Mâcon. À cette époque, la commune d'environ 700 habitants vivait essentiellement de culture et d'élevage. Avec quelques grosses fermes, c'était dans l'une d'elles qu'il vint au monde. La famille Marant était établie depuis très longtemps dans un corps de ferme bourguignon très ancien, Cossu, près du moulin de Thurignat. Alphonse, le patriarche, l'œil vif et alerte, avait une autorité bienveillante sur son petit monde. Raymonde, plus âgée que son mari, très effacée, peu expansive, assurait néanmoins la sérénité du quotidien et le bonheur des papilles. Alphonse était toujours fier d'inviter les autres fermiers du voisinage, de faire boire sa petite production de vin, pas toujours très bon il faut le dire, et déguster les plats cuisinés par sa femme. André, le père de Lorrain, était plus transparent, surtout moins sérieux. Marguerite, la mère, une besogneuse qui se noyait dans le travail, elle ne laissait rien paraître de ses sentiments, même à ses fils. Roger, le frère aîné de Lorrain, né en 1938, était plus insouciant, surtout fantasque, peu réfléchi. C'est dans ce petit monde que Lorrain débuta sa vie. Il arriva un matin de mars 1943, tout se déroula pour le mieux, sous le regard et les soins de Marie, la fermière des Piaux, accoucheuse autoproclamée, reconnue du canton. Son père André débarqua seulement 4 jours après pour accueillir son deuxième fils. Depuis juillet 42, il était parti vers le sud et revenait tous les 2 mois, mais il ne pouvait en dire plus. Selon lui, Alphonse, d'un jugement relativement sûr, n'avait pas une grande estime pour son gendre. Il était très circonspect. Il s'interrogeait sur ce départ précipité. Première partie, 1938-1944. Chapitre 1.
Il faut dire qu'André était entré dans la vie des Marans d'une bien fâcheuse manière. Il faisait plusieurs petits boulots et commerces autour de Dijon et Mâcon. Il jouait de l'accordéon dans les bals du samedi soir. Il avait un physique agréable, la parole facile, et savait flatter les jeunes filles. Marguerite, qui allait sur ses 21 ans, aimait ses petits bals dans les communes alentours. Un samedi soir de 1938, à Pont-de-Vel, elle tomba sous le charme de cet accordéoniste au sourire ravageur. Tout alla très vite. Ils se virent plusieurs dimanches de suite, et rapidement, Marguerite ne put que constater qu'elle était enceinte. Elle s'en ouvrit à sa mère, qui ne lui fut d'aucun conseil, et la renvoya à son mari. Alphonse rentra dans une colère monstre, gifla sa fille, qui demanda pardon. La colère passée, il fallait savoir qui était le père, et les marier au plus vite pour l'honneur des Marans. Il alla trouver cet André Louvain. Il ne lui laissa pas le choix, ce qui n'était pas pour déplaire au dit André, vu la relative aisance de la famille Maran et la situation de fille unique de sa future femme. Le mariage eut lieu rapidement, sans faste. La mairie, puis l'église, et un repas copieux, ne réunissant que la famille de la mariée, André aurait sa famille à Dunkerque, ne pouvant se déplacer. C'était contraire aux habitudes de la région où l'on étalait ses richesses, faisait profiter les voisins des agapes, de la fête du lendemain, très joyeuse et bien arrosée. 7 mois plus tard, Roger vit le jour. André avait choisi ce prénom, c'était celui de son père. Il l'avait déclaré à la mairie sans en parler à Marguerite. Les langues allaient bon train dans les familles, mais on n'en parlait pas à l'extérieur. Tout le monde savait, mais il ne fallait pas le dire. André, Marguerite et leur fils s'installèrent dans l'aile droite de la ferme, assez grande pour accueillir un couple et plusieurs enfants. André commença à s'initier au travail assez dense du domaine sous le contrôle d'Alphonse, avec l'aide de l'ouvrier agricole, Jojo, dont le véritable prénom était Antoine. Jojo était un garçon simple et très gentil. Il avait été recueilli à l'âge de 15 ans par Alphonse, il y avait une vingtaine d'années. Il avait trouvé sa place dans cette famille. Il était très courageux. Il fallait même l'arrêter, tant qu'il n'avait pas la notion du temps. C'était un solitaire. Il était de bonne compagnie quand il était en confiance, mais totalement apeuré quand il y avait une personne qu'il ne connaissait pas. Il avait une passion, les plantes. Sa chambre était remplie de cahiers dans lesquels il collait les fleurs qu'il faisait sécher. Il cherchait, avec grande difficulté dans son dictionnaire, leur nom. Il était aidé en cela par M. Georges, l'instituteur du village, qui avait la même passion. Il venait lui rendre visite chaque premier dimanche du mois avec un livre ou une revue. Il s'enfermait dans la chambre. Il pouvait y rester des heures. C'était son bonheur. La vie de la ferme demandait un travail continu, assez physique. Les femmes s'occupaient des volailles, du bétail, de la traite. Les hommes, des travaux des champs, des cultures et de la vigne. Il y avait peu de place pour prendre du temps pour soi. Les volailles étaient nombreuses. Poulets, poules et quelques pintades ne demandaient qu'à être nourries, sans oublier de ramasser les œufs. Quelquefois, Raymonde allait au marché ou à la foire pour en vendre quelques-unes, mais la plupart servaient au repas quotidien. Elle n'aimait pas ça, discutait le moins possible, et sitôt son commerce fait, elle se dépêchait de rentrer à la ferme. Une dizaine de porcs étaient aussi engraissés. On tuait le cochon 2 fois par an pour alimenter la famille. Les autres étaient vendus. Les vaches laitières, une vingtaine, étaient traites chaque jour. On gardait une partie du lait pour le beurre, le fromage. Le reste était expédié à la coopérative dans de grands bidons d'aluminium. Il y avait aussi quelques montbéliardes et charolaises pour la viande, ce qui faisait la fierté d'Alphonse. Les hommes devaient préparer le sol pour planter les blés et les céréales. Puis ils ramassaient le fourrage. Il y en avait toujours à faire. Et la vigne, Alphonse y tenait. Il n'en avait pas très grand, mais suffisamment pour la consommation de l'année. Il vendait son raisin à un grossiste de Mâcon, qui lui fournissait en retour ses fûts d'un vin rouge peu alcoolisé, un peu acide, mais qu'il disait le meilleur du secteur. André apprenait vite, sans approfondir. Il se reposait beaucoup sur Jojo au quotidien. Il avait apprécié la période découverte, mais commençait à se lasser du labeur ordinaire qui demandait ardeur et rigueur. Ce n'étaient pas ses qualités premières. Heureusement, il avait conservé ses balles le samedi et le dimanche pour se divertir, apporter quelque argent au foyer, enfin, quand il n'avait pas tout dépensé, ce qui était souvent le cas. Il partait le samedi matin, pour répéter avec Louis le batteur, Jean qui jouait un peu de saxo, de cymbales et surtout, roulait beaucoup les mécaniques. Tous les trois s'entendaient bien, particulièrement pour faire la fête, charmer la jante féminine, non qu'ils étaient particulièrement beaux ni sur d'eux, mais ils savaient se mettre en valeur et en rajouter. André se faisait appeler Andy. Il ne supportait pas que certains l'appellent Dédé. Il leur appelait vertement.
Marguerite s'était adaptée à cette vie que lui imposait André. Elle avait vite compris qu'il lui avait donné tout ce qu'il pouvait, donc pas grand-chose. Elle avait vécu une courte, mais riche aventure, qui s'était terminée avec son mariage et la naissance de Roger. Mais elle ne regrettait pas. Elle avait eu un coup de foudre, puis l'apprentissage de l'amour avec André. Il lui avait fait connaître son corps, découvrir le plaisir. Ses premières expériences avec lui furent des révélations permanentes. Il savait éveiller le désir, se montrer sensuel et osé. Elle, d'ordinaire si réservée, contrainte par l'éducation religieuse de sa mère, se laissait embarquer sans retenue. Elle se remémorait souvent sa première fois, où elle s'était laissée emporter. Elle avait senti ses mains sur ses seins, entre ses jambes. Il lui avait révélé un point sensible, lui apportant un plaisir insoupçonnable. Elle était à la fois tétanisée et curieuse, ne voulant pas que ça s'arrête. Quand il la pénétra, elle était déjà dans un monde second. C'était merveilleux. Jusqu'au bouquet final qui la laissa inerte un bon moment. Elle n'avait jamais imaginé que ce pût être aussi. Elle cherchait le mot. Elle lui serait toujours reconnaissante de cette découverte. Ce fut une routine, souvent du mercredi ou jeudi, pendant la courte sieste d'après le repas. Il mettait moins de délicatesse, d'ardeur, ce qui la poussait à se caresser pour arriver au plaisir. André était encore plus excité et ne tardait pas à clore les ébats. Marguerite savait maintenant que toute cette connaissance du corps de la femme n'était pas nouvelle. Il avait du besogner. Il s'en servait uniquement pour son plaisir personnel. Elle se recentra sur son fils et son travail. Roger était un enfant qui mangeait et dormait bien. C'étaient des critères importants à cette époque. Elle avait toujours une occupation, à la maison ou à l'extérieur. Elle se levait tous les matins à 5 heures, seulement soulagée du repas de midi préparé par Raymonde. Le seul jour de repos relatif était le dimanche. Il fallait tout de même nourrir les animaux et traire les vaches. Mais il y avait la messe à 11 heures à l'église Saint-Paul, où chacun, croyant ou non, se devait d'assister. C'était aussi l'occasion de rencontrer ses voisins, de se montrer sous ses plus beaux atouts. Chacun se jaugeait, entamait des discussions, souvent intéressées, sur les affaires en cours, s'informait des potins locaux, les alimentait, tout en subtilité car il fallait initier sans dire. La rumeur ferait son travail. Le curé Lazare était très froid. Ses sermons étaient toujours empreints de critiques, de condamnations en particulier envers les femmes. Il avait le don d'énerver Alphonse, agnostique. Il avait l'habitude de dire « Si Dieu existait, ça se saurait. S'il existe, il n'est pas trop courageux. » Raymonde bondissait. « Tais-toi, Alphonse, tu blasphèmes !» C'était la seule façon de la faire réagir. Elle, très croyante. Elle passait son peu de temps disponible à prier. Puis elle se signait. On pouvait enfin voir une expression sur son visage. Alphonse allait à la sortie de la messe saluer monsieur le maire, monsieur Devranche. C'était une émanation de son véritable nom, Devranche. Il l'avait maintenu depuis que son père, Arsène, maire lui aussi, plus gros propriétaire terrain de Crottet, avait modifié son patronyme, commencé à construire une lignée aristocratique dont personne n'était dupe, mais qu'il avait actée. Peut-être dans 2 ou 3 générations, la sauce prendrait-elle. Alphonse, comme tous les gros fermiers, était au conseil municipal, ainsi que monsieur Georges, l'instituteur. Les débats classiques à cette époque se cantonnaient entre monsieur Georges, soucieux du sort des enfants, d'une harmonie sociale, et le maire, plus dans une vision pragmatique, financière, conservatrice. Les résultats étaient souvent riches, toujours intéressants. Les fermiers n'étaient là que pour protéger leurs intérêts, se rangeant systématiquement derrière l'avis du maire. Celui-ci avait l'intelligence, l'ouverture d'esprit de s'inspirer des idées novatrices qu'il reprenait à son compte. Il s'en glorifiait. C'était moins noble. Puis toute la famille rentrait au domaine Maran, dont le patriarche Alphonse avait voulu ce nom éponyme pour exister. Suivait le repas dominical, toujours marqué par une certaine solennité, avec des invités renommés, riches, voisins, curés, maires, ou un élu de Mâcon. C'était à celui qui réussissait à attirer le plus. La table des Marans était réputée pour ses bons petits plats, ses vins toujours en quantité, pas toujours constants, ses invités de renom. Bref, il y avait toujours un profit à tirer. Le repas terminé, chacun rentrait chez soi, ou allait profiter du beau temps à la guinguette des coquelicots, le long de la Vèle. On pouvait y danser, manger une omelette, de la charcuterie et surtout déguster la friture. Tout ça accompagné d'un petit vin rouge des coteaux de l'Ain, d'une grenadine pour les enfants, tout en dansant la valse ou la java au son de l'accordéon d'Émile. Il n'avait pas un répertoire très varié, mais savait mettre l'ambiance. Enfin,
jusqu'à ce que ses nombreuses pauses au bar fassent effet. Mais c'était mi-mille. Tous savaient qu'à 19h, il fallait partir. Marguerite rentrait directement. C'était son seul moment à elle. Roger faisait la sieste, André devait animer le bal, essayer de séduire une jeune beauté. Elle aimait s'allonger, réfléchir à cette vie qui s'était accélérée soudainement, puis s'était arrêtée brutalement. Que faire? Pour le moment, elle avait son fils. Il lui apportait du bonheur, son travail l'occupait l'esprit, mais elle ne retrouvait plus cet instant subliminal qu'elle avait vécu. Elle se remémorait sa jeunesse. Un événement l'avait particulièrement troublée dans sa 13e année. Elle avait toujours connu ses parents éloignés qui venaient chaque année passer une semaine en juillet au domaine. Léon, plutôt agréable, drôle avec sa courte taille, son embonpoint prononcé et sa calvitie naissante, comptable à Dijon. Marinette, femme au foyer effacée mais attentive. Leur fils Joseph, qui avait 5 ans de plus que Marguerite. Elle avait toujours aimé jouer avec lui. Lui faisait découvrir tous les mystères du domaine. La pierre du chevalier Arthur, près du trou d'eau. La grotte au trésor dans le petit bois. Ce n'était qu'un affaissement de terrain qu'elle avait agrandi, recouvert de branchages et bien d'autres endroits mystérieux. Il faisait de longues promenades à travers champs, allait se baigner dans un bras de la Velle quand il faisait chaud. Il profitait de la barque de l'étang pour aller dans leur château sur le petit îlot de Saulpleur. En fait, c'était une cabane construite par Alphonse, il y a très longtemps, pour chasser le canard et trouver la tranquillité. Le soir, quand ils rentraient, malgré leur fatigue, ils mettaient longtemps à s'endormir car ils avaient beaucoup à se raconter. Les rires fusaient. Ils étaient tranquilles. Ils dormaient dans la chambre de l'aile droite que Marguerite occupait maintenant. Cependant, un événement allait changer le cours des choses. Joseph venait de fêter ses 18 ans. Il était moins enclin à jouer. Il préférait maintenant la lecture. Il adorait les livres de science, les dévorait. Il faisait la fierté de son père. Il le voyait déjà ingénieur, mais il était animé de sensations nouvelles et agréables. Un soir, avant de s'endormir, Marguerite s'aperçut qu'il s'activait sous les draps. Dans sa naïveté toute juvénile, elle lui demanda « Qu'est-ce que tu fais ?» Il lui prit la main, la mit sur son sexe raidi, légèrement humide. Elle la retira d'un geste brusque, se retourna dans son lit, des larmes plein les yeux. On en resta là. Le lendemain, Marguerite demanda à changer de chambre, ce qui n'était pas un problème. Le coucher ne manquant pas, Raymonde bougonna, parla de caprice, ce à quoi Alphonse répondit que c'était une jeune fille. Elle était en âge de dormir seule, sa poitrine commençait à pointer. Oui, répondit Raymonde, sans trop de conviction. Il en fut ainsi. Les deux jeunes mirent de plus en plus de distance entre eux, n'en parlèrent plus jamais. Marguerite devra attendre de rencontrer André pour retrouver la confiance envers les hommes. Hélas. Un autre souvenir lui revenait aussi, beaucoup plus agréable celui-là. Le jeudi, elle n'avait pas d'école. Elle allait garder les vaches au pré, ce qui la faisait bien rire. Comment faisaient les vaches les autres jours? Mais elle aimait ça, se retrouver seule avec ses pensées et ses rêves. Souvent, son amie Juliette, la fille de Ferdinand du domaine des Tourelles, venait la rejoindre dès qu'elle pouvait. Elles se partageaient leurs petits secrets. Juliette lui racontait son aventure avec le fils de Vranche. Charles avait 15 ans. Juliette était une petite blonde très mignonne, dégourdie. Charles beaucoup moins. Juliette le voyait au bois Godard, chaque jeudi matin. Ils s'embrassaient, sans mettre la langue. Regrettait-elle? Marguerite écoutait, bien loin de tout ça. Échaudée parce qu'elle venait de vivre pendant l'été, elle laissait parler Juliette qui avait toujours quelque chose à dire ou à raconter. Tu sais ce que j'ai trouvé dans la bibliothèque, qui n'était plus visitée depuis longtemps? Le manuel de la femme parfaite. C'était un livre écrit par Madame Mathilde de Courrèges en 1919. Toute la vie, les connaissances d'une épouse idéale y étaient détaillées. La couture, la cuisine, la tenue de la maison, les bonnes règles pour recevoir, l'éducation des enfants, et surtout, le seul chapitre qui intéressait Juliette, comment satisfaire son mari. Avec tous les détails, quelques dessins assez précis représentant le sexe de l'homme et de la femme. La position correcte pour procréer. Des conseils pratiques pour avoir un enfant, comme rester les jambes pliées, genoux serrés après l'acte et autres bons tuyaux pour garder la vigueur de son mari. Chaque jeudi, elles exploraient le livre, de la page 112 à 164, avec des fous rires interminables. Quelle époque mystérieuse et insouciante.
Marguerite revenait sur terre, perdue dans ses pensées et dans ses désirs. Quelquefois, elle se caressait, arrivait à retrouver un certain plaisir. Mais ce n'était pas la jouissance d'un acte partagé. Après ces moments, elle s'interrogeait. L'éducation catholique reçue condamnait ce genre de pratique. Elle en avait toléré bien d'autres, homosexualité, pédophilie, et plus, pourvu qu'on ne le sache pas. Elle était très partagée sur la religion, mais pas tricheuse. Elle croyait, ça la rassurait, pratiquait peu, allait à la messe chaque dimanche, mais n'admettait pas toute l'hypocrisie et les mensonges au nom de Dieu. Elle n'allait pas se confesser au curé Lazare, qu'elle considérait comme un pervers. Elle consacrait une bonne demi-heure par jour à prier, chaque soir, avant de s'endormir. Elle faisait une introspection totale de sa journée, sans aucune concession. Peut-être aurait-elle un signe? La routine s'installait. Marguerite se noyait de plus en plus dans le travail. Roger l'occupait grandement. Il pleurait souvent maintenant. Elle ne parvenait plus à l'intéresser. Elle ne prenait même plus le temps pour s'accorder ces petits moments de plaisir. André était de plus en plus absent. Entre le travail et les bals, il se voyait uniquement pour le dîner, composé souvent d'une soupe, de quelques cochonailles et de fromage de vache. La discussion était réduite à l'activité du jour, la météo. C'était à peine s'il parlait de la guerre qui s'installait inexorablement. André avait réussi à ne pas être mobilisé, avec l'aide de son beau-père et de M. Devranche, le maire, sous le prétexte de l'exploitation du domaine. Quant à son fils Roger, il n'avait aucun intérêt pour lui. Il ne s'occupait pas du tout de son éducation. La seule marque d'affection était quand Roger venait embrasser son père avant d'aller au lit. Marguerite s'en accommodait. À partir de fin 1941, André commençait à s'absenter de plus en plus souvent après dîner. Quand Marguerite lui demandait où il allait, il répondait qu'il ne pouvait pas lui dire. C'était une histoire d'homme. Elle sentait bien qu'il lui cachait la vérité, comme souvent. Mais elle ne pouvait pas insister. Non qu'il fût violent, mais il s'énervait rapidement. De toute façon, il ne dirait rien. Il prenait son vélo, rentrait tard dans la nuit. Le matin, il était de plus en plus en retard, ce que ne supportait pas Alphonse. Il lui en fit le reproche. André lui expliqua qu'il rencontrait d'autres personnes, qu'il ne pouvait pas en dire plus, laissant entendre qu'il préparait une action. Connaissant son beau-fils, ses mensonges, son peu d'engagement pour quoi que ce soit, il ne crut pas un mot de son histoire et lui dit simplement « Tâche que ça ne se reproduise plus ». Alphonse avait décidé, après les vendanges de 1941, de se séparer de son lopin de vigne, très excentré à l'est. Il lui demandait beaucoup de travail pour peu de rapports. Il fatiguait. Il voulait aussi faire construire une étable plus proche des pâturages et de l'étang pour ne pas avoir à rentrer le bétail à la ferme chaque soir pour la traite, ce qui était long et fastidieux. Il avait besoin d'argent. Il profita de l'opportunité qui s'offrait à lui. Le domaine Perrin, à l'est, que l'on nommait pompeusement la cave Perrin, était limitrophe avec celui d'Alphonse. Il produisait un vin de pays qui profitait de l'appellation Coteau de l'Ain. Le père Perrin, tout le monde l'appelait ainsi. Peu connaissaient son prénom. Auguste était un homme rude, n'ayant pas d'amis, pas très ouvert à la discussion en dehors du vin. Sa femme Mariette était dure à la tâche, toujours dans les vignes. Elle n'avait pas un grand intérêt pour tout ce qui était ménager et ses enfants, mais était relativement gentille. Jacques et Jeanne s'étaient élevés seuls, le plus souvent préférant la compagnie, les repas pas très variés mais délicieux de leur grand-mère, la Louise, une femme seule, adorable. Elle avait beaucoup souffert dans sa vie. Elle avait reporté tout son amour sur ses petits-enfants. Ils lui rendaient bien. Auguste produisait du vin rouge à partir d'un cépage pinot noir, le blanc venant d'un chardonnay. Sa production avait une petite réputation locale, c'était la seule. Elle se vendait bien. Il ne faisait pas fortune, mais vivait correctement. Jeanne avait épousé un marchand de biens sur Paris. Elle n'avait plus beaucoup de liens avec ses parents, descendait seule, à Noël, pour leur apporter des cadeaux, partager un moment qui chaque année devenait de plus en plus pénible et ennuyeux pour tous. Sauf avec la Louise, avec qui elle s'épanchait, lui exprimait sa grande douleur de ne pas pouvoir enfanter et la platitude de sa vie. La Louise trouvait toujours les mots pour lui redonner le sourire, et des raisons d'espérer. Jacques était parti de la cave très jeune.
juste après son certificat d'études. Il avait bourlingué à travers le monde, se faisant embaucher sur les navires, vivant au jour le jour. Il n'avait pas trop de culture, faute d'études. Il avait comblé ce vide par sa curiosité, sa vivacité d'esprit. Tout lui faisait profit. Certaines situations lui avaient enseigné qu'il fallait savoir se débrouiller seul. Il avait fait des rencontres très riches à travers le monde, notamment en Asie. Il avait appris l'anglais en voyageant, mais même s'il ne comprenait pas la langue locale, il trouvait toujours à échanger. Il envoyait des cartes postales de chaque escale à la Louise, maintenant très âgée et souffrante. Elle les épinglait dans sa cuisine, qui servait aussi de salle à manger. Après 10 ans de cette vie, il éprouva le besoin de se poser. Il revint en France. Il se fit embaucher comme régisseur à Cognac dans une petite distillerie commerçant avec les Anglais. Tout ceci grâce à son dernier capitaine qu'il avait apprécié par son sens de la débrouillardise ou de son efficacité. Le distilleur était établi, reconnu à Cognac. Puis il tomba très rapidement amoureux de la fille du propriétaire. C'était réciproque. Mais ses 4 frères virent d'un mauvais œil cet intrus qui s'installait au chai et qui avait fait sa place. 2 ans plus tard, Jacques et Louisette décidèrent de se marier. Ils partirent. Tout se déroula rapidement, sans aucun faste, les 2 familles ne se connaissant pas. Où allaient-ils s'installer? Jacques avait bien une idée, mais c'était compliqué. Il en fit part à Louisette. La famille Perrin exploitait un petit domaine viticole. Elle produisait un vin sans envergure dans l'Ain. Jacques, qui avait acquis de l'expérience, avait toujours nourri l'idée de faire du vin de qualité. Il trouvait que la vigne réunissait tout le meilleur, la passion, le travail, l'incertitude de la nature, la vie quoi. Il avait déjà réfléchi à un vin plus typé, mieux valorisé. Il saurait le commercialiser. Mais voilà, son père avait un sacré caractère. Accepterait-il de lui faire de la place? Louisette était enthousiaste. Elle n'avait qu'une idée en tête, quitter Cognac. Cette famille qui ne pensait qu'à s'enrichir et ses ignobles frères capables de s'entretuer. Ils devaient aller à Crottet. Ce qu'ils firent pour Noël. C'était l'occasion de retrouver la famille, de présenter Louisette. Ils arrivèrent chargés de cadeaux. Du cognac de la belle famille, de beaux foulards, des babioles qu'il avait collectées au cours de ses voyages. Du parfum pour la Louise, qu'elle avait vieilli. Elle gardait tout de même ce visage doux et souriant. Ses parents n'étaient plus aussi gaillards. Il lui semblait que son père s'était émoussé, avait perdu de sa rudesse et de ses cheveux. Mariette, égale à elle-même, s'était un peu tassée. Elle avait blanchi. Sa sœur, Jeanne, était toujours bien coiffée. Il se dit qu'il avait un problème avec les cheveux. Ils passèrent un bon Noël. Louisette avait fait bonne impression. S'était bien entendu avec Jeanne, lui arrachant même quelques sourires. Il n'avait jamais vu ses parents ainsi, ne sachant si c'était la fatigue d'une vie, le plaisir d'être ensemble, ou peut-être les deux. La Louise profitait, souriante et heureuse. Le lendemain, Jacques partit dans les vignes avec son père. Il décida de lui parler. Il lui fit part de son désir de rentrer au domaine avec sa femme pour exploiter la vigne. Contrairement à ce qu'il aurait cru, Auguste accueillit cette annonce avec joie. Enfin une joie comme pouvait l'exprimer le père Perrin, tout en retenue. Il était un peu déboussolé. Il n'aurait pas pensé que ce soit aussi facile. Il décida donc d'aller plus avant, de lui exposer ce qu'il avait prévu. Connaissant son père, lui, voulant produire sa cuvée, il lui proposa un marché. Jacques développerait le blanc, son père le rouge. Il voulait renouveler les plants vieillissants et surtout s'étendre. Il avait déjà sa petite idée. Alphonse Marant cultivait une petite parcelle adjacente à leur propriété. Mal exploitée, mais mieux exposée que les leurs. La rumeur disait qu'il voulait la vendre. Jacques était persuadé qu'en y plantant une nouvelle variété de chardonnay, il obtiendrait un blanc de qualité sur ce terrain. Le père écoutait. Jacques en était étonné. Il finit par s'exprimer. « Ton idée me va, fils. Tu sais, j'ai bien réfléchi. Je vieillis, et je voudrais que la cave Perrin reste dans la famille. Tu me fais plaisir. Je vois que tu n'as pas perdu ton temps. Mais il y a un problème. Je sais qu'Alphonse veut vendre sa vigne, mais comment comptes-tu le payer? Et ta sœur ?» Jacques avait déjà anticipé ces questions. Les voyages lui avaient appris à toujours avoir 1 à 2 coups d'avance. Tu sais, Louisette a un peu d'argent que son père lui a donné. J'ai quelques économies, je sais que nous en avons besoin.
La Louise nous aidera. Quant à Jeanne, elle héritera de tes vignes de rouge. Bon, ça me va, j'irai voir Alphonse dès demain. Jacques avait une dernière requête. Par contre, je voudrais habiter la maison du puits. C'était une petite maison qui avait servi d'annexe quand la ferme était occupée par des ouvriers ou des saisonniers. Il y a très longtemps. Elle était vide et dans un sale état. Si tu veux, mais tu vas avoir du boulot. Le lendemain midi, le père Perrin et son fils se dirigèrent chez les Marans. Alphonse les accueillit par un « Qu'est-ce qui vous amène ?»« On voudrait te parler de ta vigne, » lui répondit le père Perrin. « Vous resterez bien mangé. » Pour sûr, la Raymonde cuisine toujours aussi bien. Alphonse ne l'avait jamais vu d'une telle humeur et si loquace. Puis il s'adressa à Jacques. « Comment tu vas, mon garçon ?» La conversation fut intense durant tout le repas. Chacun prenait des nouvelles de tous, commentait les potins locaux, tout en ne parlant pas d'affaires à table. Ça ne se faisait pas, bien que les uns et les autres n'aient que ça en tête. Après avoir pris le café, Alphonse invita le père Perrin et Jacques à le suivre dans son bureau. Ils entrèrent de suite dans le vif du sujet. « Alors, t'en veux combien de ton terrain ?»« 180 000 francs, répondit Alphonse. Il s'ensuivit un long marchandage où chacun avançait ses arguments. « Tu ne pourras pas le vendre. Tu te rends compte, l'exposition ? Il est loin de tout. Il y a quand même 1,5 hectare. Personne ne fait du vin ici. » Tout ça avant qu'il ne se tape dans la main pour 150 000 francs. Jacques n'avait rien dit. Il n'était pas mécontent de cette affaire qui lui reviendrait. Ils se quittèrent en prenant acte d'un rendez-vous rapide chez le notaire de Griège. Alphonse savait qu'il avait largement assez pour construire son étable. Il décida d'aller voir l'entreprise Dumont pour lancer les travaux au plus vite, ce qu'il fit dès le lendemain. Cette vente lui avait donné une idée. Il avait un terrain d'1 hectare à la Rollière, dans la commune voisine. C'était à 1 kilomètre du domaine. Il ne l'exploitait pas, il jouxtait la propriété d'Albert de Vranches. S'il lui proposait un bon prix, il était sûr qu'Albert n'hésiterait pas à agrandir sa propriété. Jacques se précipita pour annoncer la bonne nouvelle à Louisette. Il lui résuma rapidement la rencontre. Il était particulièrement satisfait de la transaction. Il n'allait pas avoir à demander de l'argent à la Louise. Il leur en restait même pour acheter de nouveaux plants de vigne et commencer les travaux de la maison. Le soir même, ils ouvrirent une bouteille de pinot blanc. Ils l'avaient ramené des Charentes. Ils trinquèrent avec les parents. Jacques exposa sa vision des choses. Il voulait arracher tout le pinot noir du terrain qu'il venait d'acquérir. Il avait été planté en 1910 par le père d'Alphonse, suite au mildiou. Mais les plants étaient trop serrés, surtout mal taillés et entretenus. Ils ne donnaient plus. Jacques voulait du chardonnay blanc. Lors de l'un de ses derniers voyages, il avait accosté à Perth, en Australie. Il avait pu voir l'introduction de ce cépage dans cette région. Certains viticulteurs voulaient développer le vin blanc, remplacer la Syrah noire qui avait envahi ce pays depuis le XIXe siècle. Jacques avait fait la connaissance de John à une partie organisée par les vignerons locaux. John l'avait interpellé pour son accent français, ça faisait toujours craquer les étrangers. Il aimait la France, parce qu'elle était le berceau du vin. Il lui proposa de lui faire visiter son exploitation, sa jeune vigne plantée de ceps de chardonnay venus de France. Bien sûr, les espaces, le climat étaient différents. 2 choses l'interpellèrent. Les plants étaient beaucoup plus espacés qu'en France, les allées plus larges, ce qui facilitait l'entretien des sols avec les chevaux. John, lui aussi, avait donné un conseil. Toujours orienter la vigne nord-sud. Jacques intéressait son père. Donc, il planterait du chardonnay blanc à l'australienne, dès le début du printemps. Il fallait s'y mettre dès à présent s'il voulait débarrasser le terrain des vieilles racines et le préparer. Il n'aurait plus qu'à attendre les premières grappes au bout de 4 ou 5 ans. Ça lui laisserait le temps de terminer sa maison, de partager un peu avec son père, peut-être d'agrandir la famille. Louisette allait devoir trouver sa place. Mais il n'était pas inquiet. Elle avait beaucoup de ressources. Elle était volontaire, et pour l'instant, il profitait du bonheur que leur apportait cette nouvelle vie. Chapitre 3. André avait toujours une vie aussi dissolue. Il rentrait et se levait de plus en plus tard. Un matin de février 1942, il annonça à Alphonse qu'il devait absolument partir, et rapidement, vers le sud. Rester était devenu trop dangereux pour lui et la famille. Alphonse se demandait quelle était encore cette histoire. Dans quel guêpier il s'était mis? Comment faire? Il y avait le domaine à faire tourner,
Peut-être qu'André pour une fois disait la vérité. Il prit sa décision, décida d'agir. Il fallait voir Albert, le maire. Il l'appelait ainsi quand ils étaient en tête-à-tête, pour trouver du personnel. Puis, rapidement, il libérerait André avant qu'il ne disparaisse. Il le prévint, tout en lui disant de ne parler à personne. Il sécurisa son départ en lui promettant une petite somme d'argent, ce qu'il savait être sa principale source de motivation. Il ne pouvait pas mettre son exploitation en danger. Dès le lendemain, il alla trouver M. Devranche. Il savait toujours qui cherchait à se faire employer dans la commune. Il mettait les gens en relation. Il y avait une nouvelle source de main-d'œuvre docile et bon marché, les fuyards qui venaient se réfugier en zone libre. Il faut dire que beaucoup y trouvaient leur bonheur. La pratique satisfaisait tout le monde. Même si l'on s'en offensait, on ne dénonçait pas son voisin, ce qui était tentant, mais on se serait tiré une balle dans le pied. C'était la guerre. Il n'y avait pas beaucoup de jeunes locaux disponibles. Il avait entendu dire par le maire d'une commune voisine, Griège, qu'un jeune avait passé la ligne de démarcation. Il cherchait à se faire embaucher, ainsi qu'un Polonais plus âgé qui avait fui son pays. Il allait voir, mais surtout, il fallait être discret. « Reviens demain matin, Alphonse !» Ce qu'il fit. Le jeune Pierre avait 21 ans, tout en retenue. Visiblement ne voulait rien dévoiler, à part son prénom et son âge. Il n'était pas très grand, mais bien proportionné. Le plus ancien, Piotr, 37 ans, en pleine force de l'âge, buriné, avait un visage dur mais franc et direct. Il parlait un français avec un fort accent qui reflétait une certaine culture. Il mit de suite carte sur table. Il était de passage à Crottet. Alphonse avait une certaine expérience et la culture maquignon. Il comprit qu'il perdrait son temps à discuter. Il ne mit pas longtemps à se décider, surtout que ces deux-là n'étaient pas très regardants sur les conditions. Il cherchait d'urgence une table et un coucher. 2 ouvriers, dans un premier temps, était une bonne opportunité. Les deux parties n'avaient qu'une envie, conclure rapidement l'affaire, ce qui fut fait dans l'heure. Les 2 nouveaux employés du domaine Maran prirent leur quartier sur le champ. Il leur fut attribué chacun une chambre avec un lavabo, les toilettes dans le couloir, ce qu'ils n'osaient espérer. Il y a longtemps qu'ils n'avaient pas côtoyé un tel luxe. Le midi, Alphonse précipita les choses. Il demanda à Raymonde de préparer une bonne potée. Elle l'avait toujours en réserve. Il réunit toute la famille avec les 2 nouveaux venus, Piotr et Pierre. Il commença par les présenter, enfin ce qu'il en savait, uniquement leurs prénoms. Piotr était devenu Paul d'un commun accord. Alphonse expliqua la situation. André se sentit pour une fois mal à l'aise. Marguerite tombait des nues. Bien sûr, elle n'était pas informée, mais pas particulièrement choquée, elle s'attendait à tout d'André. Raymonde, comme d'habitude, servait la potée. Elle ne réagissait pas. Les 2 nouveaux venus savouraient le repas. Paul ne se sentait pas concerné, vidait son assiette. Pierre, de temps en temps, regardait les réactions autour de la table sans trop s'inquiéter. Cet environnement, cette famille le rassurait. Puis le patriarche donna la parole à André. Il fut surpris que tout se passe ainsi. Il dit seulement « Je pars vers le sud mardi ». C'était à son image. Tout se passa très vite. Pierre et Paul étaient intéressés, curieux. Ils avaient l'habitude de bouger, de s'adapter aux circonstances. Alphonse leur donnait des consignes. Jojo les guidait. André était déjà parti. Il donna son dernier bal le samedi soir à Griège, puis passa le dimanche avec ses amis à Mâcon. Le lundi, il resta au domaine préparer ses affaires, une valise et son accordéon. Le repas de midi, il annonça qu'il viendrait les voir tous les 2 mois, surtout pour recevoir la petite pension que lui avait promise le maître des lieux. Après, ils se retrouvèrent, Marguerite et lui, pour une dernière sieste avant le départ. Ils firent l'amour. Ce fut agréable mais sans commune mesure avec les premiers ébats. La notion de plaisir ne faisait plus partie du plan. Le lendemain, André devait prendre le train de 10h10 à Mâcon pour Valence. C'est Jojo qui l'accompagna avec la carriole attelée à la jument Lulu. La vie de la ferme s'organisait différemment. Pierre et Paul avaient vite trouvé leur marque avec l'aide de Jojo. Alphonse trouvait même du mieux au quotidien. Il était satisfait. Il pensait que c'était une bonne résolution.
même avec les frais occasionnés par son fainéant de gendre. Pour Marguerite, il n'en était pas de même, bien que son mari n'ait jamais été d'une aide précieuse. Elle avait tout le poids du foyer sur elle, d'autant que Roger n'était pas des plus faciles. André, comme prévu, revint en avril, sans aucune explication, ne pouvant rien dire. Il fit son devoir conjugal, récupéra son pécule et reprit le train. Il allait en être ainsi pendant plus d'1 an. Chapitre 4. Paul et Pierre s'entendaient bien, s'entraidaient. Ils se comprenaient sans se parler, assez taciturnes l'un et l'autre. Même Jojo les avait adoptés. Ils aimaient ce travail varié entre les champs et la ferme. Leur journée était occupée sans trop peiner. Le midi, ils prenaient le repas avec la famille, sans dire un mot s'ils n'étaient pas invités à la discussion. Le soir, ils étaient installés tous les trois, Paul, Pierre et Jojo, dans la cuisine pour le dîner. Ils pouvaient échanger à leur gré, mais souvent le calme régnait. On n'entendait que les bruits des couverts et des assiettes. Ils appréciaient. Puis chacun rejoignait sa chambre. Le dimanche, ils auraient aimé aller danser au Coquelicot, mais c'était le lieu de rencontre de tout le secteur. Il y avait beaucoup d'étrangers. Alors, quand il faisait beau, ils allaient pêcher à l'étang du domaine, derrière le bois. Ils étaient tranquilles, essayaient de prendre 1 ou 2 carpes, avec un peu de chance, un brochet. Quand Raymond leur demandait, ils allaient faire une friture dans la velle. Ils avaient trouvé un coin tranquille, sablonneux, où ils prenaient goujon, vairons et ablettes en nombre. Ils y allaient avec entrain, car c'était l'assurance d'un bon dîner. En arrivant, ils préparaient les poissons, les vidaient, les passaient à l'eau claire, avant de les amener en cuisine. Par mauvais temps, ils jouaient aux cartes. Sinon, Pierre lisait des livres de voyage ou d'aventures que lui ramenait Monsieur Georges. Il discutait brièvement avec lui avant de rejoindre Jojo. L'instituteur avait bien compris la situation. Paul écrivait de longues lettres ou textes en polonais qu'il rangeait dans sa valise. Jojo était toujours occupé avec ses cahiers de plantes et son dictionnaire. Paul, froid au premier abord, pouvait surprendre par quelques élans spontanés, rires ou chansons brèves. Puis il retombait dans un mutisme chronique, le visage grave et fermé. Quand il se déplaçait, il surveillait toujours alentour. Pierre était d'une compagnie plus douce, agréable. Quelquefois on pouvait voir poindre le début d'un sourire, vite envolé. Il parlait peu, ne se livrait jamais. Il fuyait la compagnie des autres. Qu'avait-il à cacher? Alphonse avait un rituel. Chaque 3e mercredi du mois, il accompagnait Albert, le maire, dans sa belle Peugeot 402 noire, à la foire au bétail de Bourg-en-Bresse, en plein centre-ville. Quelquefois, Ferdinand, propriétaire du domaine des Tourelles, les accompagnait, mais pas aujourd'hui. Ils aimaient cette ambiance, rencontrer les autres fermiers, le casse-croûte de 10 heures et le déjeuner bruyant dans la salle du café du marché, où l'on servait un plat unique, souvent un bourguignon, avec des pichets de vin rouge à volonté, puis une tonne de montagne qui servait de dessert. Le café cuisait en permanence sur le poêle à bois. Peu s'y aventuraient. Par contre, certains ne se privaient pas de la petite gnôle. Ils parcouraient les allées, jaugeaient les bêtes, en particulier le poitrail et le cul, marchandaient avec les maquignons pour évaluer ce qu'ils pourraient tirer de leur bétail. Ils négociaient toujours dans le secteur de Mâcon. Rarement, ils faisaient affaire sur place. C'était trop loin de Crottet. C'est en parcourant les allées qu'Alphonse crut reconnaître Jean, le joueur de saxo, fumant à la terrasse d'un café, une bière à la main. C'était bien lui. Il se dit que c'était l'occasion rêvée d'en apprendre un peu plus sur André. Il quitta Albert, tout en s'excusant, pour aller le rejoindre. Jean se demanda ce qui allait lui arriver. Il fut de suite rassuré par le visage d'Alphonse. Jean se redressa sur sa chaise, reprit son air sûr de lui, conquérant. Après les politesses d'usage, Alphonse avait commandé une tournée. Il lui demanda de ses nouvelles par ses temps troublés. Il le connaissait. Il savait qu'il ne lui en fallait pas beaucoup pour monopoliser la conversation et s'épancher. Jean lui expliqua qu'il avait été mobilisé en 1939, puis affecté au 79e RIF à Hoffen, dans le secteur fortifié du Haguenau. Il avait été démobilisé après l'armistice en juillet 1940.
Alphonse faisait mine de l'écouter avec intérêt, posait de nombreuses questions pour le mettre en confiance, ce qui ne fut pas difficile. Puis, il demanda des nouvelles de Louis, le batteur. Jean expliqua que Louis non plus n'avait pas été mobilisé car il était soutien de famille. Sa mère était veuve depuis 1935. Elle avait une fille de 15 ans. Jean ne l'avait pas revu depuis ce jour de septembre 1940 où il était retourné à Mâcon revoir ses amis pour retrouver sa place dans le trio. Il se fit répondre alors, sans trop de ménagement, qu'ils n'avaient plus besoin de lui. Ils en restèrent là. Jean, puisqu'il en était ainsi, n'aurait pas besoin d'eux. Il rejoignit Bourg-en-Bresse pour retrouver son oncle qui tenait la plus grosse quincaillerie de la ville. Il était toujours en recherche de main-d'œuvre. En bon commerçant, il avait fait jouer la fibre familiale. Il sut faire mousser Jean, lui promettre de beaux lendemains. Jean n'était pas très futé. Après une deuxième bière, Alphonse lui demanda, au hasard d'une phrase, s'il avait des nouvelles d'André. Jean lui répéta qu'il n'avait pas revu Andy depuis cette fameuse journée de septembre. Mais il avait eu des nouvelles de lui par le guitariste d'un orchestre basé à Bourg-en-Bresse, qui avait une petite réputation et tournait dans le sud. Jean faisait d'ailleurs quelques piges avec eux localement. Le guitariste avait aperçu Andy, un soir à Nice, dans un grand hôtel, dont il ne se rappelait plus le nom, jouant avec un orchestre musette. C'est tout ce qu'il en savait. Alphonse jugea qu'il n'en apprendrait pas plus, qu'il était temps de se quitter, ce qu'il fit, après avoir chaudement remercié Jean, lui avoir donné son numéro de téléphone, sans trop d'espoir. Il rejoignit l'hôtel du Grand Pavois, où Albert avait ses habitudes, était reconnu et apprécié. Il se gardait bien de lui poser des questions à ce sujet. Il l'informa de sa rencontre avec Jean, un ancien compagnon de bal de son gendre, tout en évitant de lui donner la teneur de leur discussion. Ils burent un café, celui-ci très agréable, avant de reprendre la route du Crottet, à moins d'une heure de Bourg. Le trajet se déroula sans encombre. À part quelques réflexions sur le cours de la viande, la bonne tenue de cette foire, ils furent peu loquaces. Alphonse se demandait ce qu'André pouvait manigancer à Nice. En arrivant, juste avant le dîner, Paul demanda à le voir. Nous étions fin juin 1942. Il savait qu'il pouvait tout dire à Alphonse qui avait une sainte horreur des Allemands, en particulier du régime nazi. Son père était revenu boiteux de la dernière guerre. Il en avait pâti le restant de sa vie. Paul lui annonça qu'il devait partir sans délai. Alphonse comprit pourquoi, chaque dimanche, il partait vers 9h en vélo, celui d'André, pour faire un tour. Il était de retour vers 10h30. Il lui expliqua qu'il avait rendez-vous à la Croix du Bif Godard avec un contact venu de Mâcon à bicyclette. Ils échangeaient leurs sacoches. Il ne savait pas ce qu'elles contenaient, mais il lui dit qu'il avait appris que René Bosquet, chef de la police de Vichy, avait signé un accord de collaboration avec Karl Auberg, chef de la police allemande. Il prendrait effet le 2 juillet. Paul devait partir de toute urgence. Récemment, un couple de commerçants juifs avait été arrêtés, sur dénonciation, par des policiers français, en plein centre-ville de Mâcon. Paul allait redevenir Piotr. Alphonse lui demanda ce qu'il pouvait faire pour l'aider. Paul lui répondit qu'il serait heureux que Jojo l'amène avec la jument Lulu à la gare routière de Mâcon, prendre l'autocar qui allait à Lyon en milieu de matinée. Il voulait éviter le train, qu'il savait sous surveillance des Allemands. Alphonse l'entraîna dans son bureau, lui donna une bonne somme d'argent. Il put voir ses yeux briller de reconnaissance. Il lui assura aussi que Raymonde lui préparerait un bon casse-croûte. Ce même soir, le patriarche réunit tout le monde pour partager le dernier dîner de Paul chez les Marans. L'atmosphère était lourde. Seuls les yeux parlaient. La soupe et le fromage furent rapidement avalés. Paul fit le tour de la table, embrassa ses dames, donna de longues accolades aux hommes. Chacun rejoignit sa chambre, le cœur lourd. L'homme, malgré son côté bourru, les avait marqués. Jojo avait attelé Lulu tôt. Paul, avec sa petite valise, sa sacoche, le casse-croûte tout frais, fut accompagné par Pierre jusqu'au porche. Il lui fit un dernier signe et retourna prendre son café du matin. Il se retrouvait seul, mais ce n'était pas tant le travail qui l'inquiétait. Il pourrait largement l'absorber avec Jojo, mais le fait qu'il ne pourrait plus partager sa solitude. Personne ne savait ce que Paul comptait faire après Lyon, mais il pensait qu'il allait essayer de rejoindre la frontière espagnole avant qu'il ne soit trop tard, si ce n'était déjà le cas. La vie de la ferme se réorganisa rapidement, sans trop de problèmes. Pierre avait acquis de l'assurance.
Il avait une grosse capacité de travail, ce qui stimulait encore plus Jojo. Il voulait se montrer à la hauteur. Alphonse devait calmer le jeu. André, qui n'était pas venu depuis mai, débarqua, le lundi 13 juillet, pour participer à la grande fête du lendemain, se tenant à Pont-de-Vel. Il voulait surtout voir ses amis. Pour une fois, il avait pensé à la famille et ramené des nougats. Alphonse avait bien l'intention de lui demander des explications. Le repas de midi fut l'occasion de prendre des nouvelles du voisinage, de la vie à la ferme. Il n'avait pas remarqué l'absence de Paul. Quand il le sut parti, il n'eut même pas la curiosité d'en connaître la raison. C'était André. Au fromage, Alphonse, pour le jauger, lui dit « Et toi ?» De suite, André ferma la discussion en répondant « Je ne peux absolument rien vous dire. » À la fin du repas, Alphonse lui demanda de le suivre dans le bureau. Une fois la porte refermée, il lui dit « Alors, il fait beau à Nice ?» André était désarçonné. « Comment savez-vous ?»« Je sais. Tu te fais bien à ton nouvel orchestre, surenchérit Alphonse ?» André, qui ne savait plus quoi répondre, sortit. « Il me faut bien une couverture. » Alphonse se dit que, décidément, son gendre était vraiment en dessous de tout pour sortir un tel argument. « Que comptes-tu faire ?»« Pour le moment, je n'ai pas le choix. »« Tu me le diras quand tu seras décidé. » Alphonse mit fin à ce dialogue de sourds. Il informa André que, compte tenu de la situation, de la charge supplémentaire qu'il leur imposait, il ne lui donnerait plus que la moitié de sa pension mensuelle. André ne réagit pas. « Tu peux aller t'amuser, » lui dit-il sans se retourner, regardant la campagne et la nuit naissante. André rejoignit sa femme et Roger. Marguerite se fit une tisane, lui servit une petite poire. Il ne lui fit nullement part de son échange avec Alphonse. Marguerite ne lui demandait rien non plus, attendant qu'il se livre. Au lieu de cela, il commença à l'interroger sur la vie de la ferme, les récoltes, les ventes de bétail, tout un tas de détails, tous liés à l'argent. Il voulait connaître l'état financier du domaine. Elle lui répondait sans s'étaler, lui demandant tout simplement si tout allait bien. Il dit seulement que tout se passait pour le mieux. Puis ils mirent Roger dans son lit, rejoignirent la chambre. Marguerite avait toujours cet attrait pour la chose, mais elle ne trouvait plus ce désir ni ce frisson qu'elle avait eu avec lui au début. Néanmoins, elle avait encore besoin de ces moments moins envoûtants, plus charnels qu'il lui donnait. Bien que l'intensité, la vigueur et surtout la durée se soient bien réduites, elle y trouvait encore un certain plaisir. Ce mardi 14 juillet, André se leva seulement à 9 heures. Il devait rejoindre Louis, le batteur, près de l'église de Pont-de-Vel. Après avoir déjeuné, il alla se laver, s'habiller dans la chambre, ressortit avec une tenue qui tenait plus de la Côte d'Azur que de la Bourgogne. Ses cheveux, impeccablement coupés et peignés, bien plaqués sur le crâne, une chemisette blanche, très ample, un pantalon large, serré aux chevilles, et une paire de chaussures vernies noires. Tout cet accoutrement allait certainement faire jaser dans la campagne. Surtout que tous connaissaient Andy. La famille Marant avait décidé d'aller pique-niquer à l'étang avec Ferdinand et sa fille Juliette, ce qui ravissait Marguerite. Elle pourrait échanger les derniers potins. Andy retrouva Louis comme convenu. Ils rejoignirent la place de la mairie, où se déroulerait le bal dans l'après-midi. Ils décidèrent d'aller manger des escargots avec un bon bourgogne blanc au café du centre, pour fêter leurs retrouvailles et discuter. Louis, qui continuait ses petits bals avec un nouvel accordéoniste, arrondissait ses fins de mois avec des petits boulots, des plans, comme il disait. Ce n'étaient que des petits trafics plus ou moins juteux. Ils s'étaient bien développés depuis le début de la guerre. Andy, toujours prêt à se faire mousser, lui raconta qu'il avait intégré un grand orchestre musette, les As du Parquet. Il sillonnait toute la côte. Ce n'était que la partie visible de ses activités. Il laissait planer le mystère. Ça marchait bien avec Louis. Puis le bal débuta, où Andy, bon danseur, portant beau, fut la vedette du jour, ce qui le ravissait. À l'étang,
Après un pique-nique préparé par Raymonde, de qualité, copieux comme à l'accoutumée, Alphonse partit pêcher avec Roger. Raymonde lavait la vaisselle dans l'étang. Ferdinand faisait la sieste sous un saule. Tandis que les deux amies Marguerite et Juliette s'isolaient pour mieux se raconter leurs petits secrets. Marguerite lui fit état de ses dernières nouvelles concernant son mari. Elle ne savait pas comment ça allait se terminer. Juliette, quant à elle, était plutôt sereine. Elle avait des projets. Ferdinand, son père, pensait qu'il était grand temps qu'elle se marie. Elle allait sur ses 27 ans, n'avait toujours pas de fiancé. Il ne savait pas qu'elle multipliait les idylles sans lendemain. Sa pauvre mère, décédée suite à une sale maladie, serait désespérée. Elle travaillait comme secrétaire à Mâcon, dans un cabinet comptable. Le travail n'était pas passionnant, mais elle faisait pas mal de rencontres. Ferdinand, un matin qu'il prenait un blanc avec Albert, son ami le maire, lui fit part de son inquiétude. Albert avait le même souci avec son fils, Charles, bientôt 28 ans. Il avait étudié l'agriculture à Lyon, le commerce à Paris. Il était revenu à 25 ans avec de grands projets pour le domaine. Jusqu'à présent, Albert avait réussi à le contenir. Il se disait qu'avec une femme ce serait peut-être plus simple. Mais Charles n'était pas très intéressé par les femmes, et, il faut le dire, il ne les intéressait pas trop non plus. Il voulait réussir. Monsieur de Vranches pensait, lui, qu'ils étaient suffisamment riches. Charles pouvait très bien vivre du domaine. Si en plus il l'agrandissait avec celui de Ferdinand. Les deux hommes avaient le même but, les mêmes intérêts. Ils commencèrent, donc, leur manœuvre avec leurs progénitures respectives. Charles prit cette annonce comme une bonne affaire. Juliette était jolie, agréable, c'était la première qu'il avait étreinte. Peu d'autres femmes suivirent. Quant à Juliette, ce fut plus difficile. Dans un premier temps, elle se rappela ce grand dadais qui embrassait sans la langue. Il fallait dire qu'il n'avait pas un physique à la Kirk Douglas. Mais après avoir réfléchi, elle se dit qu'il pourrait faire un bon mari. Il était gentil, riche et ambitieux. Il y eut quelques rencontres. Dîner au restaurant, une sortie au cinéma à voir Casablanca avec Humphrey Bogart. Si Charles était un peu maladroit, il n'en restait pas moins prévenant. Le projet mûrissait. Juliette commençait à envisager cette vie de femme parfaite. Elle relirait le fameux manuel. André rentra très tard ce soir-là. Il avait un peu bu, marché à côté de son vélo. Marguerite l'attendait tout en feuilletant et regardant les photos d'une revue américaine, Life, dont elle ne comprenait rien des textes en anglais. Juliette lui avait recommandé de ne la montrer à personne. Dès qu'il fut rentré, ils se couchèrent. Il sentait un mélange d'alcool et de différents parfums forts. De mauvaise qualité. Il ne la solliciterait pas cette nuit, ce qui, pour la première fois, ne la dérangea pas. Le lendemain matin, après un réveil difficile, un petit déjeuner, il se fit conduire au train de 11 heures pour Lyon. Son départ passa inaperçu. Il n'eut pas le droit au casse-croûte de Raymonde. Chacun était affairé à sa tâche. Désormais, il comptait peu. Seul Alphonse lui lança un « Attention au soleil !» que personne ne comprit ni ne releva, à part André. Chapitre 6. À la cave Perrin, la vie avait repris depuis l'arrivée de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.